Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout. À l'ère du développement énergétique, je vous propose de comprendre le fonctionnement de l'énergie entre individus. On se sent bien en présence de certaines personnes à travers certaines actions. À ce moment, nous parlons de bonnes ondes, d'énergie positive. Mais parfois, nous nous sentons plombés, exténués, vidés. Quelles sont donc ces choses qui pompent notre énergie mentale et physique? Les détails tout de suite avec nos spécialistes. Comment gagner, garder, retrouver son énergie? On en parle avec deux professionnels de la question. Mohamed Lemanjara, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de l'émission. Merci de me recevoir. Vous êtes life coach et en fait vous intégrez dans une approche novatrice et complète pour une meilleure gestion de l'énergie de la personne, la nutrition optimale et le conditionnement mental puissant. Vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. Et à vos côtés, Mariam Lhlou, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver, Mariam. Pareil pour vous êtes consultante et business coach. Alors, d'abord pour commencer, c'est quoi cette histoire d'énergie, Mohamed Manjara? On parle toujours de la nécessité d'avoir du temps pour pouvoir réaliser et entreprendre, mais ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'énergie. On peut avoir la motivation, on peut avoir le temps, et si on n'a pas l'énergie derrière, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, tout au long de notre quotidien, on est foudroyé, on a des trous d'énergie, on a des situations où on perd de l'énergie, et l'idée, c'est justement, à travers un travail professionnel et précis, je permets aux gens de récupérer cette énergie pour pouvoir accomplir plus dans la journée. Et tous les aspects doivent être travaillés, le mental et le physique. Et c'est ça qui est l'aspect novateur, c'est qu'en reliant les deux, et la nutrition, et le sport, et le mouvement, et le mental, on arrive à reprendre contrôle de sa vie et accomplir plus. Ok, souvent quand on parle de cette histoire d'énergie, en fait, on a l'impression que c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. Je parle d'énergie, je philosophe, c'est pas du concret. Mais quand on vous écoute, on a l'impression que ce sont des composantes de la vie, des déperditions d'énergie à travers des choses que l'on fait mal, qu'on ne fait pas suffisamment bien. Exactement. C'est ça? Je vous donne un exemple. On a des fois des situations où on a des personnes toxiques autour de nous, c'est-à-dire des personnes qui nous tirent vers le bas, des personnes qui nous démotivent, des personnes qui nous découragent. Et ça, on ne se rend pas compte, c'est des déperditions d'énergie qui se cumulent. Ensuite, il y a aussi le côté physique, parce que je parle toujours du côté mental et du côté physique. Le côté physique, on se nourrit très mal, on prend pas bien soin de son corps, on ne dort pas assez, on ne fait pas assez d'exercice. Et le résultat, avec les années qui passent, on arrive souvent, je vois beaucoup de dirigeants d'entreprises, de cadres, qui, quand ils arrivent à l'âge de 35-40 ans, il y a une sorte de burn-out. C'est-à-dire un petit peu leur réserve d'énergie a baissé. Donc il faut retravailler tout ça. Comme vous avez dit, de façon concrète, de façon pragmatique. On n'est pas là en train de faire de la philosophie ou de l'ésotérisme, on est plus en train de produire pour les gens des conseils pratiques au quotidien qu'ils peuvent intégrer dans leur vie. C'est pour ça quand je travaille avec les dirigeants d'entreprise, quand je travaille avec les femmes au foyer, les entrepreneurs en devenir, les étudiants, c'est toujours la même chose. Ils disent « j'ai pas d'énergie, je suis fatigué, je ne suis pas motivé ». Et il faut se rendre compte que le plus important, c'est le physique qui doit prendre le dessus du mental. Je peux avoir un très bon mental, mais si je n'ai pas le physique pour me permettre de réaliser ce que je dois faire, je n'irai pas très loin. Souvent, on entend plutôt l'inverse. On entend plutôt dire que c'est le mental qui doit prendre le dessus sur tout. C'est le mental qui gère. Le mental souvent, gère. Le mental gère, mais à condition qu'on ait le physique qui suit. Et souvent, moi, je vois ça avec des personnes qui sont dépressives, qui viennent me voir, elles sont fatiguées. La première des choses que je leur demande, c'est de reprendre le sport. Et quand ils reprennent le sport, ils retrouvent un semblant d'énergie, c'est une sorte de starter. Okay. Et ensuite, le moral peut suivre. Ok. Alors, Mariam Lhlou, vous êtes business coach, donc on va dire que vous agissez surtout en milieu d'entreprise. En entreprise, est-ce qu'il y a des pompeurs d'énergie ? Complètement. En entreprise, on peut rencontrer même différents types de pompeurs d'énergie. Juste pour recadrer les choses, pour moi, l'énergie, c'est une histoire de santé. Sans la santé, blasha, on peut aller nulle part. L'énergie, c'est une sorte de vitalité, physique, mentale et émotionnelle. En entreprise, on peut rencontrer 4 profils. L'interrogateur, le premier, celui qui n'arrête pas de poser des questions, le petit curieux. En général, quand on a des enfants, les enfants sont les premiers à être des interrogateurs. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi tu vas là? Pourquoi tu es rentré en retard? Et il y a en entreprise des gens qui n'arrêtent pas d'outrepasser leurs droits. Parce que, qu'ils ont une curiosité maladive, parce qu'ils ont envie de savoir qu'est-ce que tu as fait la veille, et pourquoi tu es reçu par le N+1, et pourquoi c'est pas lui, etc. Donc,
à force de poser des questions, ils nous mettent mal à l'aise. Et on risque de perdre confiance en nous. Et on risque de se dire, mais pourquoi je lui ai dit ça? Et pourquoi je dois me justifier, etc. Le deuxième profil qu'on rencontre dans l'entreprise, c'est l'intimidateur, celui qui intimide. Parce qu'il est arrogant, parce qu'il râle tout le temps, parce qu'il exprime sa colère. On se sent mal devant lui. Vous savez, c'est cette personnalité qui occupe tout l'espace. Mais pas tout l'espace par son charisme, tout l'espace parce qu'il a un ego démesuré, parce qu'il n'y en a que pour lui, parce que dans des réunions, il n'y a que lui qui doit s'exprimer, etc. Donc, il ne laisse pas la place aux collègues, à ses équipes, de prouver qu'ils sont des gens intelligents. Puis, il y a le troisième profil de l'entreprise. On a l'impression d'être blanc devant lui ou transparent. C'est l'indifférent. C'est celui, quoi qu'on fasse, il ne donne pas de félicitations. Il ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien. Et limite, on culpabilise parce qu'on se dit mais pourquoi il est toujours aussi renfermé? Et on se pose tellement de questions par son indifférence. Ça peut être notre manager. Et dans ce cas-là, c'est très difficilement vécu par les équipes. Il y a des équipes qui ont tellement besoin de reconnaissance, qui ont tellement besoin de feedback, qu'ils soient juniors ou seniors, parce que c'est leur personnalité, que devant des managers indifférents, ils se sentent petits. Et du coup, ils arrêtent de produire parce qu'ils se disent, quoi que je fasse, finalement, il ne le ressent pas. Donc finalement, cet indifférent, il plombe l'atmosphère. Et le dernier, et j'en suis sûre, Yasmine et les téléspectateurs et téléspectatrices vont le reconnaître, c'est le plaintif ou la plaintive. Celle ou celui qui raconte ses malheurs tout le temps. Ça ne va pas bien dans mon couple, ça ne va pas bien dans mes familles. Ils ramènent leurs problèmes familiaux en entreprise. Ils se disent on est mis au placard, on n'est pas mis au placard, je n'ai pas reçu de promotion, je n'ai pas reçu de prime. Et ces profils-là, à force d'être plaintifs, moi, je les appelle comme des renards qui mangent des poules. Les poules, c'est les gens, je me permets cette métaphore parce que les poules, c'est les producteurs. C'est les gens qui sont motivés, qui ont envie de produire, qui ont envie de démontrer. Et les renards, ils sont tellement démotivés, ils en veulent tellement aux poules de produire et de vouloir finalement montrer et gagner leur place honnêtement qu'ils se disent « Tiens, aujourd'hui, combien de poules je vais manger aujourd'hui? Combien je vais démotiver de gens ?» Donc, évidemment, ces quatre profils, c'est les majeurs. C'est des personnalités toxiques qui peuvent malheureusement contaminer, c'est-à-dire on sait qu'un virus peut créer d'autres virus. À force de les côtoyer, on peut devenir indifférent comme eux. On peut devenir interrogatif maladivement comme eux. On peut devenir plaintif comme eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, se poser la question. On réfléchit à soi, on se dit, est-ce que moi, je fais preuve inconsciemment ou consciemment de ce type de comportement? On va garder cette première question et on va arriver aux recommandations tout à l'heure, mais on va rester d'abord sur le tableau global. Donc là, on a parlé de ces quatre profils en entreprise, mais ils ne sont pas qu'en entreprise, ils peuvent aussi être dans la vie. Et c'est ça. Est-ce que c'est plus toxique de vivre avec un toxique que de travailler avec un toxique? Dans tous les cas, ça va impacter votre énergie. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Pour les gens qui ont fait la physique, qui ont fait les maths, ils savent que la seule chose que l'on ne peut pas créer, c'est l'énergie. L'énergie, on la transforme, on la stocke, mais on ne peut pas la créer. Donc nous avons une réserve d'énergie. On mange, on s'alimente, ça nous donne une énergie physique. Ensuite, il faut travailler avec cette énergie et l'utiliser à bon escient. Le problème, c'est qu'on croit que cette énergie est toujours là et on la gaspille. On la gaspille très tôt dans notre vie. On a beaucoup d'énergie que l'on jette un peu par la fenêtre. Et après, les années plus tard, on dit « j'aimerais bien avoir un peu plus d'énergie ». Donc il faut, dès le début, prendre les bonnes habitudes. Je peux donner quelques exemples. Bien sûr. Parmi les éléments que je conseille aux gens pour justement mieux gérer leur énergie, apprendre à dire non. On veut dire oui à tout le monde, on veut faire tellement plaisir aux autres. On est dans une société qui cherche juste à faire plaisir. Et ça, c'est une question qui est reliée au fait qu'on n'a pas confiance en nous, parce qu'on est convaincu qu'en étant gentil, entre guillemets, avec les autres peuvent être gentils avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à promettre et on veut tout faire. Donc, en voulant tout faire, on finit par ne rien faire. La deuxième des choses qui pompe beaucoup d'énergie, c'est qu'on veut faire plusieurs choses à la fois. Nous ne sommes pas comme le logiciel Windows, nous ne sommes pas des gens multitâches, il faut le reconnaître. Je ne peux pas être en train de parler au téléphone, lire une lettre, regarder quelqu'un, ouvrir la porte, penser à quelque chose, lire un email, on ne peut pas. Et ça, ce sont des choses qui pompent l'énergie. Il faut apprendre et il faut enseigner aux gens à faire une seule chose à la fois. Par exemple, ce que je conseille, je travaille beaucoup avec les couples qui ont des problèmes, je leur dis, quand vous êtes en couple, posez le téléphone. Je ne peux pas parler avec ma femme en train de regarder le téléphone. Je ne peux pas faire ça. Vous avez raison. C'est vrai qu'on va dire ça, c'est le B à bas. Oui. Mais en même temps, il y a une personnalité derrière. Pour peu que vous soyez marié à l'un de ces quatre profils toxiques, pour que ce profil toxique ne peut pas facilement répondre à vos conseils à vous. Mais c'est de bonnes habitudes à prendre. Quand on vit en couple, on apprend à faire des concessions, on apprend à faire des compromis pour que le couple
puisse s'inscrire dans la durée. Si moi, chaque fois que je parle avec ma femme, elle a le téléphone entre les mains, elle me dit c'est bon, je t'écoute, au bout d'un moment, je vais arrêter de communiquer avec elle. Bien sûr. Parce qu'une communication se fait in visu, je dois te voir dans les yeux. Quand je t'appelle au téléphone, c'est une chose, et quand je te vois, c'est une autre. Donc, on apprend à poser le téléphone, on apprend à faire une seule chose à la fois. Si on est en train de voir la télé, on ne voit que la télé. Si on est en train de parler au téléphone, on ne parle qu'au téléphone. Si on est en train d'écrire une lettre, on n'écrit qu'une lettre. Donc ça, c'est parmi les choses. L'autre chose aussi... Pardon. Si vous avez un conjoint, par exemple, qui ramène constamment les problèmes du bureau à la maison, il fait partie de ces personnalités plaintives. Alors, voilà, c'est vrai que dans un couple, nous sommes faits pour nous soutenir. Alors, quelle est la limite entre se soutenir dans un couple, écouter les problèmes de l'autre, et la toxicité? Le conseil que je donne, il y a une différence entre partager certaines choses qui sont arrivées la journée et commencer à déverser sur l'autre au point où l'autre est tellement englouti qu'il ne veut même plus poser de questions. Si je rentre le soir et qu'on est ensemble, vous me dites comment était ma journée, je vais vous parler de la journée, je me détache émotionnellement de ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, mais c'est dans le cadre d'un échange. Mais si je commence à trop me défouler sur vous, à trop me déverser sur vous, au bout d'un moment, vous allez prendre ça sur vous et ça ne va pas aller très loin. C'est ça. Et là, on parle de vampires et de bouffeurs d'énergie. Alors, on revient à l'histoire de l'entreprise aussi, parce qu'on fait le va-et-vient entre la vie, le quotidien de tous les jours, et puis ce qui se passe en entreprise. Ses collègues, on ne les choisit pas. Ses managers, non plus. Non. Et pourtant, on peut tomber sur l'un de ces profils, et il faut faire avec. Oui. Il faut faire avec. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est essayer de changer l'autre, ou plutôt essayer de se gérer? Alors, la vérité, en tant que coach et consultante, quand j'interviens auprès des managers dans le cadre de l'amélioration du bien-être au travail ou du climat du travail, je travaille sur les personnes concernées. Parce que je leur dis très souvent, on aimerait bien changer les autres. Malheureusement, des fois, on n'y arrive pas. Ces personnes qu'on décrit comme des vampires d'énergie, des pervers narcissiques, des intimidateurs, des interrogateurs, etc., c'est leur personnalité. Ils se sont habitués à faire ça. Pour les sortir de leurs habitudes, la vérité, il leur faut d'abord une volonté, une prise de conscience. L'ont-ils, ne l'ont-ils pas? On ne va pas la créer, cette volonté et cette prise de conscience. Par contre, il y a des managers qui se rendent compte qu'à force d'être comme ça, ils perdent des talents de leur équipe. Ils démotivent les gens partent, les gens demandent une mobilité ailleurs. Donc peut-être que à force de voir les gens partir, les gens se démotiver, qui sont venus lumineux quand ils ont intégré l'entreprise et qui se sont ramollis un petit peu comme des fleurs mortes à la fin, qui se sont fanés, on va se dire, mais peut-être le problème c'est moi, c'est pas systématiquement ces gens-là. Après, on apprend aux gens de travailler sur eux. Et comment travailler sur eux? La vérité, si vous êtes 8 heures, 9 heures, 7 heures dans une entreprise où il fait mal de vivre, vous avez doublement intérêt à travailler sur des choses comme le ressourcement. Parce que si ce n'est pas dans l'entreprise où malheureusement vous vous ressourcez, c'est ailleurs où vous allez vous ressourcer. C'est de l'activité physique qui est essentielle, parce que l'activité physique, elle a plusieurs qualités. Elle favorise la digestion, elle diminue le stress, elle maintient la pression artérielle à un bon niveau et elle nous fait sentir bien dans notre corps. Après, il faut apprendre à marcher pieds nus, par exemple. Vous savez que marcher pieds nus, par exemple chez soi ou dans des espaces verts ou à la plage, ça permet aussi de diminuer son taux de stress. Bien dormir. L'être humain a besoin de bien dormir. Plus il dort mal, plus il fait des insomnies et son environnement de travail est malheureusement électrique pour lui, plus il rentre dans une spirale. Bien s'alimenter aussi, c'est essentiel. L'alimentation est essentielle. Après, moi je vais vous dire une chose. Justement, madame, parce que quand vous donnez ces conseils, on va dire c'est des conseils d'hygiène de vie. Tout à fait. Et lorsque vous donnez ces recommandations aux personnes que vous suivez en milieu d'entreprise, donc c'est vraiment le milieu professionnel, est-ce qu'en général, ces gens vous disent, c'est vrai que je ne faisais plus attention à ça, ou c'est vrai que je ne fais pas attention à ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les problèmes qui émanent du boulot ne vont pas du tout impacter, on va dire, son hygiène de vie. Et pourtant, ce qui se passe, c'est que les problèmes qui émanent du boulot impactent très souvent notre image de nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes et notre volonté de bouger ou pas. Très souvent, les gens qui tombent malades ou qui sont aigris ou qui se disent « mais pourquoi j'ai choisi ce travail et pourquoi je ne change pas ce travail ?» Et déjà, ils se posent 10 milliards de questions quand ils rentrent chez eux le soir. Dans quel état ils sont? Ils ont envie de rien faire. Tellement leur journée les a épuisés, parce que quand on parle de bouffeurs d'énergie au travail, c'est des gens qui pompent votre énergie. Comment vous êtes? Vous êtes fatigué. Est-ce que vous avez envie de prendre soin de votre femme et de vos enfants? Non. Est-ce que vous avez envie de faire du sport pour vous sentir belle ou bien dans votre peau? Très peu. Et donc, moi je dis très souvent,
les amis, ses collègues, ces personnes-là ne sont pas des compartiments de train. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dissociés. On aimerait tous, parce que dans notre tête, on leur dit « laissez vos problèmes de maison dans la maison et venez et portez le bleu du travail. » C'est ça. Vous portez le costume. Oui, les gens portent les masques, mais faites très attention. À ce qui se cache derrière. Les masques, on les porte un temps. Mais les masques, ça nous convient un temps pour cacher des... On n'est pas obligé de dire « oui, mon fils a eu une mauvaise note, il s'est passé quelque chose dans mon couple, etc. » Mais si on endosse trop de masques et qu'il y a trop de pression sur nous, à un moment donné, on finit par craquer. C'est ça. Surtout si on ne prend pas soin de nous dans notre sphère privée, parce que c'est une sphère de ressourcement pour nous. Alors, on va revenir quand même à l'origine et à la base de cette discussion, à savoir ce capital en énergie. J'ai envie de vous demander comment, quand on parle de capital, c'est que quelque chose s'est constitué. Ça se constitue quand, comment, à travers quoi? D'accord. La première des choses, c'est pour ça que dans mon approche, quand je coach et j'encadre les personnes pour leur niveau d'énergie, pourquoi il faut travailler et le mental et le physique? Parce que nous sommes un écosystème dans lequel il y a plusieurs interactions. Il y a une interaction interne, moi avec moi-même, et il y a une interaction moi avec les autres. Donc déjà, on commence par nous-mêmes. Il faut bien manger. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'on mange, aujourd'hui, quand on voit comment on mange, aujourd'hui, quand on voit quand on mange, on est complètement, comme on dit, à côté de la plaque. Notre système digestif, notre vie ne peut pas suivre ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit au Maroc, on a une population qui est en train de croître entre 1 et 2%, et vous avez des maladies comme le diabète qui augmentent de 10-15%. Donc on est en train d'avoir les maladies des pays riches, cholestérol, hypertension, diabète, au lieu d'avoir les maladies qui étaient anciennes, qui avaient 30 ans, qui ont carrément disparu, dû à une meilleure qualité de vie, tout ce qui est maladie infectieuse. Donc déjà, on commence par une alimentation. Donc je m'assois avec les personnes, je fais un diagnostic de ce que ces personnes mangent. Ensuite, on s'assure qu'il y a une alimentation équilibrée, structurée. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je reviens à ce que disait ma collègue Myriam concernant le sport. Le sport, les gens ne comprennent pas les bienfaits du sport. Les gens, ils croient qu'en faisant du sport, c'est pour avoir un joli corps. Pour qu'une femme, quand elle met le pantalon, elle est jolie dans son pantalon, ou que le monsieur, quand il se met en maillot, il a de gros muscles et de gros pectoraux. C'est pas du tout ça. Le premier bienfait du sport, c'est sur le cerveau. Il faut savoir que quand vous faites 45 minutes d'efforts vigoureux, c'est l'équivalent de 2 fois les effets d'un antidépresseur. Donc quelqu'un qui prend un antidépresseur, s'il fait 45 minutes de sport, c'est 2 fois l'effet, naturellement. La dopamine, les endorphines, tout ce qui est hormone du plaisir. La deuxième raison pourquoi le sport est important, c'est parce qu'il continue à garder la masse musculaire pour pouvoir éliminer. Parce que plus on élimine, moins on tombe malade. C'est ça ce qui se passe. Le problème, pourquoi on ne vieillit pas avec l'âge, on vieillit parce qu'en fin de compte, on élimine moins. On élimine moins parce qu'on brûle moins. Pourquoi on brûle moins? Parce que justement, la machine qui brûle, c'est les muscles. La troisième raison pourquoi il faut faire du sport, c'est le système cardiovasculaire. Vous avez le sang qui circule, vous avez les poumons qui dégagent de l'oxygène. Voilà. Ensuite, on arrive au quatrième avantage, qui est le bien-être, qui est le physique. Et Donc les gens ne se rendent pas compte que quand ils vont à la salle de sport et ils te disent « j'ai aimé le sport », c'est pas ce qu'ils ont aimé le sport, c'est l'effet du cerveau, les hormones que le cerveau a sécrétées suite à un effort physique qui fait ça. Donc il y a, on a dit la nutrition, il y a le sport et ensuite il y a l'environnement. Nous avons autour de nous toujours des personnes toxiques. Une personne toxique, ça peut être une personne qui passe son temps à se plaindre. Je n'ai pas, moi, à fréquenter des gens qui continuent à se plaindre. Une personne qui va se plaindre, je ne veux pas la fréquenter. Deuxièmement, il faut savoir qu'il y a certaines personnes avec aussi radical. Je partagerai moins avec elles. Voilà. Ouais. La deuxième des choses que je conseille, des fois, vous pouvez avoir dans votre entourage des gens avec qui, chaque fois que vous partagez une ambition, un rêve, un désir, vous avez cette personne qui va vous détruire ça. Moi, j'ai vu des couples, par exemple, le mari, chaque fois qu'il dit « moi, j'ai envie de faire ce projet », sa femme, elle lui dit « tais-toi, toi, tu sais rien, tu es nul ». Donc, ça, c'est pas bon. Voilà. Il faut s'entourer de personnes qui vont vous encourager et qui vont vous tirer vers le haut. C'est tout. Alors, on a travaillé le physique à travers la nutrition, on a travaillé le sport, et là, on a travaillé le mental, et on commence à créer des environnements sains dans lesquels notre gestion de l'énergie se fait de façon normale et correcte, plutôt qu'avec des trous, et comme vous avez dit, ces fameux bouffeurs vampires d'énergie. Mais qu'est-ce qui fait que... Parce que là, vous décrivez, si j'ai bien compris, on va dire des adultes, des jeunes adultes, des personnes moins jeunes. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en arrive justement à cet âge où on est supposé être adulte, plein conscient de son bien-être, de ce qui est nécessaire pour soi, à ne pas finalement savoir ce qui est bien à suivre et à se retrouver à être bouffé par son environnement, par le collègue, le voisin, le conjoint, etc. Est-ce que c'est une histoire de structuration de l'individu, à savoir dès la plus jeune enfance? Et moi, quand je posais la question de la constitution du capital énergie, est-ce que c'est quelque chose qui se fait très tôt dans la vie, dès l'enfance? C'est de bonnes habitudes. On apprend nos habitudes, ce qu'on peut apprendre à nos enfants, apprendre à faire une seule chose à la fois.
et comprendre que l'effort, quel que soit l'effort, qu'il soit mental ou physique, il doit y avoir des périodes de récupération. Votre enfant est en train de faire les devoirs, vous ne l'enfermez pas pendant 5 heures pour faire les devoirs. Il fait les devoirs pendant 1 heure, il fait une pause de 10 minutes. Il fait les devoirs pendant 1 heure, il fait une pause pendant 10 minutes. Moi, j'ai étudié aux États-Unis, nos cours ne dépassaient jamais 1 heure, 1h20, 1h50, parce qu'ils comprenaient que le taux de concentration baissait au-delà des heures. Donc, quand on apprend dans notre culture, dans notre quotidien, à faire des pauses, vous êtes assis au bureau, vous êtes assis sur votre chaise pendant 1 heure, au bout d'1 heure, levez-vous, allez marcher, boire un verre d'eau, discuter avec un collègue et revenez. Avoir cet esprit de cycle, nous sommes des cycles, nous sommes gérés par des cycles. L'énergie, c'est un cycle, c'est une courbe sinusoïdale. Je fais un effort intense, j'ai une récupération. Je fais un effort intense, mais on ne peut pas fonctionner de façon linéaire. Ok. Mariam, est-ce que c'est une histoire aussi intimement liée à l'estime de soi et à la construction de l'estime de soi très tôt dans la vie, dans la structuration des enfants? Alors, je vais te parler de l'histoire de l'estime de soi qui est en quelque sorte cette valeur ou cette cote qu'on se donne. Juste avant, pour compléter l'avis de mon confrère, quand on parle d'énergie, certes elle est mentale et physique, mais elle est aussi émotionnelle et spirituelle. Et on a tendance, même dans les entreprises, à oublier cette histoire d'émotion et de spiritualité. La spiritualité, c'est favoriser des activités de méditation dans l'entreprise. C'est favoriser des activités de yoga ou de respiration. De plus en plus, dans les entreprises qu'on accompagne, il y a la dimension spiritualité qui est prise en compte. Quel que soit le niveau intellectuel, soit l'ouvrier, le technicien ou le manager du comité de direction, quel que soit le niveau d'éducation, tous sont maintenant conscients qu'il faut absolument arriver à se recentrer sur soi. Pourquoi se recentrer sur soi? On revient à la question de l'estime et je fais le lien avec ça. Quand je me donne de la valeur, quand je me donne du temps, quand je prends soin de moi, ça veut dire que je me considère suffisamment important et importante pour investir sur moi. Première chose qu'on investit sur nous, c'est le temps. Or, les gens qui tombent des fois, malheureusement, dans cet excès de faire ou dans cet excès d'avoir, je fais pour démontrer, je fais par rapport à la pression sociale, je fais où j'ai des bonnes notes, où je cumule des points pour démontrer à mes parents, à mes voisins. Je cumule dans mon compte en banque ou je cumule en biens matériels pour démontrer que j'ai de la valeur. Ils oublient très souvent l'être. Les gens les plus équilibrés sont entre l'être, donc notre dimension à nous, je prends soin de moi, je prends soin de mes émotions. C'est quoi une hygiène émotionnelle? C'est éviter de se mettre en colère souvent, pour un oui, pour un non. C'est éviter d'être réactif aux colères des autres. Très souvent, quand on prend notre voiture pour aller au travail, que quelqu'un klaxonne sur nous quand le feu passe au vert, ou quand on tarde 30 secondes par rapport à un point de la circulation, on voit un tel élan d'agressivité. On a 2 choix à ce moment-là. Mais si on s'entend régulièrement, le premier choix, ne pas réagir, rester à froid, se dire Miskin, miskina, quelle pression il a à être tellement agressif. Je vous imagine très bien faire ça. Mais en oui, voiture. mais, ou sourire à cette personne. Très souvent, quand quelqu'un hurle et lève ses mains, etc., et vous lui faites un sourire, peut-être qu'il peut le prendre comme d'ironie. Et des personnes se détendent quand elles voient un sourire parce qu'elles se disent finalement, j'ai peut-être exagéré. Donc, ça revient à l'estime de soi. C'est pas j'ai fait quelque chose de mal. C'est peut-être l'autre qui a besoin, etc., etc. L'hygiène émotionnelle est aujourd'hui très importante en entreprise. On ne la cultive pas souvent parce qu'on veut être totalement dans la performance, totalement dans la démonstration de force, totalement dans les luttes de pouvoir. Et ça, c'est que le mental qui le dicte. Par contre, si on prend soin de ses émotions, on est aussi dans la joie de vivre, on est aussi dans le partage, on est aussi dans la solidarité. C'est pour ça que les entreprises qui marchent ont des fondations, ont des activités associatives entre collègues, organisent des marches ou des trekkings le week-end entre collègues, organisent le fait, par exemple, d'aller peindre une école ensemble, une école publique, de se rendre utile pour la communauté ou la collectivité. Et ça dépasse le cadre du travail. Et pour le coup, ils développent des liens plus puissants quand ils reviennent le lundi travailler. C'est ça. Parce qu'ils ont partagé des choses joyeuse. On va revenir sur cette dynamique de groupe, justement, pour préserver cette bonne énergie et lutter contre la déperdition d'énergie. Vous venez de bien me tendre la perche, comme on dit, de me faire une bonne introduction, mais on va marquer d'abord une courte pause et on revient pour continuer la discussion. À tout de suite sur Médien TV. Bienvenue à vous. Si vous venez de vous brancher sur Médien TV, vous êtes avec nous dans 11 dit tout. Et 11 dit tout aujourd'hui, on essaie en tout cas de vous dire un maximum de choses sur l'énergie. L'énergie, justement, comment la garder et comment éviter de la perdre. On ne vous parle pas du tout de choses abstraites, mais des choses du quotidien, de cette énergie dont on a besoin justement pour
son quotidien, pour être performant et surtout pour être bien dans sa tête avec son entourage. On en parle avec deux spécialistes, Mohamed Manjara et Meriem Lhlo. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Meriem, je reviens à vous parce que juste avant la pause, on parlait de la dynamique de groupe en entreprise, comment certaines structures s'étaient organisées pour, on va dire, insuffler une bonne énergie au sein du groupe de travail. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, il y a des structures qui sont allées très très loin dans le monde. Ils ont réalisé la corrélation suivante. Plus les personnes se sentent bien au travail, plus ils ont des collègues solidaires, souriants, avenants, bienveillants, avec le sourire le matin, avec la pêche, plus ils donnent à l'entreprise, plus ils ont envie de donner et de leur plein gré. C'est-à-dire que ça devient naturel pour eux parce que cette entreprise est une famille. C'est quelque chose qui est presque une coopérative. Tout le monde gagne ensemble et malheureusement, si l'un de nos membres est malade ou est fatigué, on perdra tous. Ce n'est pas un membre isolé, c'est qu'on est tous connectés. Donc il y a cette vraie prise de conscience dans des entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires et des marges de folie dans le monde. On peut citer, pour les téléspectateurs qui veulent aller chercher un peu plus loin, on peut citer l'entreprise Favi, qui est une entreprise dans la sidérurgie au milieu de la France. On peut citer Sol, qui est une entreprise de nettoyants ménagers. On peut citer Gore-Tex. On peut citer énormément d'entreprises qui se sont dit on investit dans les gens, dans nos personnes, parce que c'est ça notre véritable richesse. Et si demain on recherche la satisfaction du client, c'est parce que nos salariés sont souriants de 9h jusqu'à 18h ou jusqu'à 20h. Sinon, on ne peut pas parler de satisfaction client. La deuxième des choses, c'est ce bien-être en entreprise, ça commence à venir chez nous et ce n'est pas un effet de mode, je le répète. C'est quand les gens nomment des responsables du bonheur au travail ou des Chief Happiness Officers. C'est qu'ils se sont rendus compte que l'émotion joie est totalement positive pour le moral des troupes. C'est pas bisounours. C'est pas bisounours. C'est pas bisounours. On instaure même des journées de la bienveillance, des journées de l'amitié, des journées de la gentillesse, des journées de la solidarité dans des pays occidentaux qui, a priori, on va se dire que c'est des pays blasés, qui sont autour de la performance, mais ils ont réalisé que le retour aux sources, aux valeurs de l'être humain, puisque c'est quoi quand je parle de solidarité, de bienveillance, de gentillesse, c'est les valeurs essentielles humaines qui font que les gens ont envie d'aller au travail. C'est des chargeurs d'énergie en quelque sorte. Mais complètement, complètement. Si vous êtes même fatigué chez vous, parce que supposons, parce que des fois la vie ne nous gâte pas, on peut traverser des périodes difficiles, que ce soit avec notre couple, avec nos enfants, avec nos beaux-parents, avec nos parents même. Mais si on retrouve une atmosphère d'entreprise saine, on a presque envie de passer plus de temps au boulot qu'à la maison. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à devoir mettre en place des stratégies, à mettre en place une organisation pour retrouver cette énergie? Est-ce que c'est une question d'éducation? Ce qui me ramène à l'histoire des enfants que je vous posais comme question tout à l'heure. Comment on peut apprendre à nos enfants à avoir un automatisme par rapport à cette histoire de gestion d'énergie personnelle? D'accord. La raison pourquoi aujourd'hui, vous allez me dire, on parle plus d'énergie qu'il y a 20 ou 30 ans, c'est qu'on est trop sollicité. On est constamment branché, on est constamment connecté, on est constamment sollicité. Et donc, il n'y a plus de pause. Avant, il y a 30, 40 ans, les gens travaillaient. Quand ils rentraient à la maison, il y avait peut-être 1 ou 2 coups de fil de quelqu'un de la famille et ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça. Il faut pas, le progrès est une bonne chose, mais comme tout progrès, il doit être géré de façon intelligente. La chose que moi je recommande pour les enfants, par exemple, vous avez vos enfants qui sont en vacances. Il ne faut pas les laisser 8 heures devant la télé. Il y a 1 heure pour la télé, 1 heure pour une activité physique et surtout apprendre aux enfants à continuer à faire les bonnes choses traditionnelles qui ont marché. Du contact avec les autres. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les réseaux sociaux, les gens sont soi-disant connectés avec les autres, mais réellement, ils sont seuls. Chacun est dans sa chambre en train de faire des activités avec quelqu'un d'autre qui est aussi dans sa chambre quelque part dans le monde. Donc le meilleur conseil que je peux donner aux parents, encourager les activités sociales où les enfants partagent, où les enfants échangent. Et aussi, le deuxième conseil, apprenez à vos enfants, quand il y a un effort intense, une récupération. Les enfants, ils doivent comprendre que je vais sortir, je vais jouer au ballon avec mes amis, après je vais rentrer me reposer. Je vais voir un peu la télé, mais après je vais aller me dépenser. Donc c'est le principe de se dépenser, récupérer, se dépenser, récupérer, c'est ça qui fait. Aujourd'hui, on trouve les gens devant leur écran à minuit, 1 heure, la lumière bleue détruit la mélatonine, le résultat, on n'arrive pas à dormir, on fait des insomnies, on rate l'école, on prend des problèmes, et tous les parents souffrent de ça. Donc les parents, ce qu'ils doivent faire, c'est contrôler.
Il y en a même qui sont partis très loin. Certains parents ont pris des solutions radicales, ils ont carrément débranché le Wi-Fi dans la maison. Parce qu'en faisant ça, les enfants, ils peuvent être dans les toilettes en train de se connecter, dans sa chambre, etc. Et je dis... Vous en pensez quoi? Radical ou pas? Ne pas être radical, c'est une question d'éducation. Il faut travailler avec ses enfants, il faut instaurer de bonnes règles. Des fois, il faut le faire un petit peu juste pour remettre de l'ordre. Mais l'idée, c'est d'apprendre des attitudes saines et de bonnes habitudes. Et je le dis toujours, avant, on avait peur quand nos enfants étaient dans la rue. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la rue? Aujourd'hui, on a peur quand nos enfants sont dans leur chambre tout seuls. Donc c'est surtout, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, au milieu de toute cette technologie, qui est une bonne chose, c'est que les gens deviennent asociaux. Ils ne partagent plus et n'échangent plus. Donc les deux conseils plus importants pour les parents, numéro 1, le maximum d'activité physique, et la deuxième des choses, le maximum d'activité en groupe, en société, avec les cousins, les amis, la famille, la classe, les activités physiques et autres. C'est ça. Et puis, on va revenir vraiment à quelque chose que vous avez énoncé en tout début d'émission, à savoir apprendre à dire non. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut enseigner à ses enfants. N'est-ce pas, Mariam? Tout à fait. Apprendre à dire non, on l'enseigne aux managers et on l'enseigne aux enfants. Sauf que les managers ou les responsables, on leur dit argumenter quand même derrière. Parce que l'entreprise est une histoire effectivement de rentabilité, il faut rendre des comptes, on a des droits et des responsabilités. Pour les enfants, c'est essentiel. Vous savez, un enfant très gentil, très obéissant, dès les premières années, on pensait que c'était bien d'avoir un enfant très gentil, très obéissant. De plus en plus de psychologues disent que plus vos enfants sont rebelles, disent non, s'ils n'ont pas envie de faire la bise à la personne qui vient vous saluer, laissez-les, ne les obligez pas à faire quelque chose dont ils n'ont pas envie. Parce que d'abord, ce sont des êtres extrêmement intuitifs. Ils ont encore leur intuition préservée, naturelle, tellement innocente qu'ils captent les bonnes et les mauvaises énergies, qu'ils savent faire la différence entre quelqu'un qui est hypocrite ou qui fait de la communication juste pour faire de la communication ou qui sourit de là à là. Les enfants captent très bien la communication non verbale. Donc, ils détectent la cohérence. Et moi, je préfère avoir des enfants qui ont une vraie personnalité trempée. Quand ils veulent faire quelque chose, c'est avec des convictions, parce que ça fera des adultes responsables plus tard. Or, plus on passe notre temps à dénaturer, à leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça se fait dans notre culture, ça se fait pas, ça, on dira de toi que tu es un vilain garçon. Plus on est en train de polluer leur esprit, et là malheureusement les parents deviennent à leur tour toxiques pour les enfants. Mais en même temps, ce qu'on ne leur apprend pas à gérer la situation, à faire avec, c'est aussi une compétence, non? Gérer la situation, c'est d'abord se respecter. Oui, c'est vrai. Et quand on respecte suffisamment nos enfants, c'est leur montrer bien sûr ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. On ne va pas les laisser aller frapper la petite fille du coin ou se bagarrer ou faire des choses. Là, on recadrera. Mais s'il y a des choses qu'ils n'ont fondamentalement pas envie de faire, à force de les obliger, de les pousser à faire, qu'est-ce qu'on en fera de plus tard ? Peut-être que ce sera des adultes extrêmement rebelles qui vont être dans le rejet. Peut-être qu'ils vont être tellement obéissants. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, nous n'aimons pas les deux. Malheureusement, c'est pas moi, en tant que Mariam Nhlou, c'est les gens n'aiment ni les obéissants parce que ça devient des exécutants, il manque de prise d'initiative, il manque de créativité, d'innovation, et on n'aime pas les rebelles non plus parce qu'ils ne rentrent pas assez dans le système. On aime des gens qui ont des convictions, qui ont des valeurs, qui savent argumenter, mais qui savent dire non aussi. Parce que dire non aussi, même à son manager, à son N+1, c'est peut-être lui éviter des risques. Par contre, si on a tellement eu des équipes exécutantes qui ne disent pas, qui n'osent pas, qui disent oui, amen à toutes les propositions, c'est quoi le risque pour le manager ? C'est de se planter. C'est que quelqu'un ne vient pas lui dire « Écoute, là peut-être, tu es en train de prendre des risques ». Et ça, c'est peut-être des enfants à qui on a donné la parole tôt et on a respecté leur position. Tout à fait. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Mariam, mais elle a dit quelque chose d'intéressant. Le but n'est pas de faire des enfants obéissants et dociles. Comme ça, les parents disent « Ah, je suis content parce que mon enfant, il fait tout ce que je lui dis ». Le problème, quand on fait ça, c'est qu'on se retrouve avec des enfants qui n'ont pas confiance en eux. Or, le plus important chez un être humain, c'est avoir confiance en lui, sans prétention. Confiance en lui, c'est-à-dire il sait ce qu'il veut et surtout il sait ce qu'il vaut et surtout il vaut quelque chose. Donc le but n'est pas de radicalement changer les règles de la maison. Je sais très bien que chaque parent doit mettre un ensemble de règles. Voilà les lignes rouges qu'il ne faut pas transgresser. Voilà les comportements sur lesquels on peut avoir un peu de latitude. Mais il faut faire un équilibre parce qu'en une génération, on est passé des parents qui ne discutaient jamais avec les enfants aux parents qui sont hyper psychologues. Tout à fait. Tous analysent, tous discutent. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Aujourd'hui, moi je le vois, j'ai mes enfants. Chaque fois que je leur demande de
de faire quelque chose, il faut que je discute. À un moment, je leur dis non, ça, c'est des choses qui ne sont pas discutables. Donc, je rejoins Myriam, il faut un équilibre parce que aujourd'hui, on est en train de sombrer, on le voit chez les adultes, on le voit chez les gens plus tard, dans une société où le plus important, c'est de faire plaisir aux autres. On le voit dans les groupes WhatsApp, on les voit dans les groupes dans les invitations. Les gens ne sont pas contents quand ils ne sont pas invités, les gens ne sont pas contents quand ils sont sollicités. Et donc, tout ça fait qu'ils perdent confiance. Donc, l'objectif avec nos enfants, c'est de leur apprendre à identifier, de temps en temps dire non, parce que ça leur permet de sélectionner, ça leur permet de choisir. Et cette capacité à choisir et à trancher et à prendre des décisions, pour moi, c'est l'une des meilleures choses qu'on peut apprendre à nos enfants. Décider et trancher. Et leur apprendre aussi à trouver cet équilibre entre se faire plaisir et faire plaisir à l'autre. Voilà, exactement. Trop faire plaisir à l'autre, ce n'est pas bien. Trop se faire plaisir à soi non plus, ce n'est pas bien. On fait partie d'une communauté, d'une famille. C'est un échange récent que j'ai eu avec ma fille, justement. C'est magnifique. Alors, donc ça, c'est pour les enfants, c'est très important, on a construit ça. Pour finir, en quelques minutes, comment on peut constituer sa réserve d'énergie sans bouffer celle des autres? Ben, c'est fondamental. C'est ce qu'on a dit, c'est d'abord se respecter et s'écouter. Les personnes qui s'écoutent régulièrement, qui font le bilan avec eux-mêmes, que ce soit quotidiennement ou hebdomadairement, on n'a pas trop peur pour eux parce qu'il y a certaines semaines, on force sur nos limites, on dépasse nos limites. Donc si on l'a forcé, on se dit, bon, la semaine prochaine, je vais me faire un massage, je vais faire une marche au bord de l'eau. L'idée n'est pas d'être constamment égoïste. Évidemment, évidemment. Parce que si vous êtes égoïste, vous êtes un bouffeur d'énergie, vous êtes un vampire d'énergie pour les autres. Si vous êtes solidaire, vous êtes à la fois donneur de bonnes vibrations et de bonnes ondes, mais vous inspirez aussi les autres à le devenir. Donc, quelque part, vous semez les bonnes graines. Vous êtes comme des bons jardiniers. Aujourd'hui, en entreprise, quand on parle de gens qui véhiculent une énergie positive, c'est souvent des leaders bienveillants. C'est des leaders gentils. Moi, je les appelle les jardiniers, parce que vous savez ce que fait un bon jardinier. Il vérifie bien sûr si ses fleurs vont bien, si ses équipes vont bien, mais il vérifie aussi l'état du sol, l'état de l'environnement. Donc il va donner à boire, il va mettre quelques engrais, il va vérifier la température, si le soleil est bon, si le vent est bon. Et nous devons être, en tant qu'êtres humains, que ce soit en entreprise ou ailleurs, respectueux, égalitaire, chercher à écouter, chercher à partager aussi. Rapidement, en entreprise, les organisations qui réussissent, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée. Et une entreprise libérée, c'est celle où toutes les personnes ont la même valeur. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait le déplacement, d'avoir été là pour nos téléspectateurs. Madame Lehlou, business coach, et Mohamed Manjra, vous êtes venus partager avec nous votre approche novatrice complète. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour l'interview santé. À tout de suite. Et on enchaîne cette fois-ci sur notre interview santé. Comment arrêter de fumer en fait? La question est simple, mais la réponse tellement compliquée. On en parle avec une spécialiste, psychiatre, addictologue, psychothérapeute, Dr Sarah Waliallah. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Cette histoire de tabagisme, de sevrage tabagique, c'est véritablement un problème de santé publique, on va dire quasi à l'international. Les slogans contre la cigarette sont là, mais l'addiction est toujours présente. Et justement, pour pouvoir visualiser tout cela, est-ce qu'on peut avoir la prévalence du tabagisme au Maroc? Oui, effectivement, en fait, au niveau de notre pays, les dernières études ont montré des chiffres assez significatifs. On a 41% justement de tabagisme passif, et pour le tabagisme actif, on a 13% de patients qui ont moins de 15 ans, donc les adolescents. C'est des chiffres assez significatifs, limite alarmants. D'accord. Et est-ce qu'on a aussi le pourcentage de la population qui fume? On va dire, on a au minimum 40% de patients, de fumeurs au niveau du Maroc. D'accord, 40% de la population? Oui. Absolument. Hommes, femmes? Ils se rejoignent actuellement? Ils se rejoignent aussi bien au niveau urbain que rural. Que rural. Autant de femmes que d'hommes et beaucoup d'adolescents visiblement de moins de 15 ans. Alors, pour vous, comment vous expliquez, vous, en tant que psychiatre, spécialiste de la question, comment vous expliquez que malgré toutes ces campagnes de sensibilisation contre la cigarette, malgré tous ces messages chocs, malgré le fait de savoir que la cigarette est responsable de nombreuses maladies graves, mortelles, comme le cancer du poumon, qu'est-ce qui fait que cette cigarette attire encore et toujours?
Alors déjà, il faut savoir que la cigarette en elle-même, elle apporte quand même certains effets positifs pour les gens fumeurs. Certains plaisirs, on va dire. Plaisir, oui. Il y a une augmentation de certains neurotransmetteurs qui permettent une meilleure concentration, qui permettent un certain état d'indifférence. Donc, et puis, si on veut dire, qui permettent une certaine vie quotidienne normale pour ces patients fumeurs. Donc, c'est normal qu'une personne addicte au tabac, quand elle est en période de stress, quand elle est dans un moment de faiblesse, elle a recours à la solution la plus facile, qui est cette cigarette. Exact. Donc, elle ne réfléchira pas trop à quoi faire exactement. Exactement. Mais ça, c'est pour la personne qui fume déjà. Oui. On va dire c'est ce qui va l'éloigner du sevrage. Tout à fait. Mais une personne qui n'a jamais fumé, qui va aller vers cette première cigarette, la toute première, qui va être la porte d'entrée vers l'addiction, qu'est-ce qui fait qu'avec tout ce système de communication et d'information autour des conséquences du tabagisme, eh bien, vous avez encore des ados, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des jeunes adultes qui vont vers la cigarette. Ben, on va dire qu'il suffit d'un seul ado pour, si je peux me permettre le terme, contaminer les autres ados. Donc oui, certes, l'État fait beaucoup de progrès par rapport à ça, beaucoup de communication par rapport à ça, mais on manque quand même de programmes, de psychoéducation au niveau des lycées et des collèges pour pouvoir expliquer aux adolescents les vraies complications du tabac, notamment organiques, comme vous en avez parlé, à savoir les cancers pulmonaires, les maladies cardiovasculaires, en l'occurrence l'infarctus du myocarde. Donc oui, on manque quand même de ces programmes et de psychoéducation au niveau des lycées et des collèges. Mais en même temps, un ado à qui on va parler de problèmes de santé, les ados, on le sait, se sentent surpuissants. On va parler à un adolescent de risque d'infarctus du myocarde. Alors un ado, quand il a 13 ans, 14 ans, quand on lui dit 50 ans, pour lui, 50 ans, c'est 200 ans plus tard. Tout à fait. Ce n'est pas du tout sa vraie vie. Oui. Donc, est-ce qu'il faut aussi adapter la communication à cette cible-là en particulier? Évidemment. Pour prévenir? Évidemment. Donc, on va dire que les adolescents sont une cible assez difficile. La prise en charge, elle est pas faite uniquement par le ministère ou par de la santé notamment ou par le personnel médical, mais elle est multidisciplinaire. Il faut aussi l'implication de la famille. C'est ça. Donc oui, il faut ces programmes de psychoéducation, l'implication de la famille. Et puis si on peut toucher déjà un ado, c'est déjà ça. L'implication de la famille en général dans notre contexte culturel, elle est, on va dire, assez restrictive. C'est-à-dire que les parents vont être là dans le contrôle, à chasser cette cigarette, mais pas à sensibiliser, à informer. Malheureusement. Voilà. Oui, malheureusement. Justement, les familles devraient sensibiliser, comme vous venez de le dire. Il faut bien expliquer. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Ne pas parler de cigarettes. Loin de là, un enfant qui a 12 ans, là, actuellement, au niveau des lycées, il est apte à fumer avec ses il y en a collègues. qui fument. Et il y en a qui fument, à 10 ans, 11 ans. Évidemment, à 10 ans, oui. Donc là, au lieu de faire cette restriction, autant parler à ses enfants, autant les ramener vers nous, leur expliquer qu'on est des amis, qu'ils pourraient parler de ça ouvertement. Et puis voilà, ça devrait normalement limiter un peu et réduire ce taux de tabagisme chez les adolescents. Justement. Vous constatez que dans les familles où il y a cette communication avec les ados, ils vont moins vers la cigarette? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais en tout cas, ils fumeront moins, si on veut dire. D'accord. Si jamais ils commencent, ils fumeront moins, vous voulez dire? Ils fumeront moins parce que ce n'est pas tabou, justement. Ils fumeront devant leurs parents. Mais c'est-à-dire que tout est ouvert et on le sait très bien. Tout ce qui est interdit est très agréable à vivre. Donc, ils ne fumeront jamais en cachette. Et on pourra discuter, c'est-à-dire que là, les parents, s'ils sont déjà au courant que leur enfant fume, ils pourront prévoir des consultations de sevrage tabagique, différemment aux parents qui sont même pas au courant. Exactement. Et la prise en charge se fera plus rapidement. Plus rapidement. Et l'arrêt se fera plus facilement. Encore faut-il avoir l'implication du jeune aussi. Du jeune, oui. Justement, si on va au volet thérapeutique, première chose, il faut avoir une motivation du patient. Personnel. Personnel, oui. Maintenant, si on a un jeune qui n'est pas motivé à 100%, l'objectif du thérapeute, justement, c'est d'augmenter sa motivation.
par quelques techniques d'entretien motivationnel. Donc, c'est l'idée dont je parlais tout à l'heure. Si les parents sont au courant, ils ramèneront l'enfant pour consulter. Et là, restera le rôle du thérapeute qui devrait l'aider. Et normalement, ça donne de bons résultats. Oui. Ça, c'est pour les enfants et pour les jeunes. Maintenant, pour les moins jeunes, vous avez des gens qui ont fumé pendant des années qui vous disent « Moi, je n'en peux plus de cette cigarette, je veux arrêter de fumer, comment je fais ?» Beaucoup disent « Tout est question de volonté personnelle. Seulement, ou bien est-ce qu'il y a différentes alternatives, l'aide du thérapeute? Vous avez des gens qui vont voir des thérapeutes une fois, deux fois, s'attendent à arrêter de fumer en un claquement de doigts et ça ne marche pas, donc arrête d'aller consulter. Cette histoire de sevrage est tellement compliquée quand même. Oui, tout à fait. En fait, la motivation du patient, comme je l'ai déjà dit, c'est la première clé du processus de sevrage. Mais en fait, on explique au patient qu'on est là juste pour l'aider dans son processus de sevrage, pour l'aider à vivre son sevrage plus paisiblement, si on veut dire. Parce que, en fait, quand on a une personne qui arrête de fumer, il y a des symptômes de sevrage qui s'installent, ce qui est tout à fait normal, à savoir une irritabilité, une insomnie, un manque de concentration, une augmentation de l'appétit. Donc, on est là justement pour l'aider, pour vivre cela plus paisiblement. D'accord. Mais en même temps, vous êtes là pour aider le patient à gérer ces symptômes de sevrage, mais il y a aussi une addiction qui est terrible, c'est l'addiction psychologique, plus que l'addiction physique. Parce que les symptômes, ils sont psychologiques, justement. L'irritabilité, c'est... Ce que je veux dire par symptômes psychologiques, c'est la gestuelle, l'habitude, la cigarette liée à un moment précis de plaisir ou de stress ou d'angoisse. Et là, en fait, ça rentre dans les techniques de prévention de rechute. Là, quand vous me dites elle est liée à un café, à des amis, là, c'est une personne qui a pu quand même réussir son sevrage et on devrait prévenir la rechute après avoir arrêté. Et le plus gros travail est là. C'est donc justement la prévention des rechutes. Parce que vous avez des personnes qui ont arrêté de fumer pendant 10, 20 ans, 30 ans et qui peuvent, après une cigarette, replonger. Est-ce qu'on peut replonger vraiment après une seule cigarette? Il faut savoir qu'en termes d'addiction, notre cerveau garde une certaine mémoire qui est là. Elle est permanente. Donc, il suffit d'une cigarette pour relancer tout le processus. Parce que c'est un processus qui est déjà installé. Il est installé. On l'a juste verrouillé. Oui. On va dire qu'en termes de sevrage, on essaie d'installer un deuxième processus en parallèle. Mais le processus d'addiction, il est là. On ne peut pas le supprimer. Et il suffit justement de cette petite cigarette. La personne se dit, bon, c'est une cigarette et je pourrais arrêter, ça ne va rien faire. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. En général, il suffit d'une. En fait, tout dépend de chaque personne. Il y a les moins chanceux chez lesquels le processus va se déclencher. Et on a d'autres qui se contenteront par cette cigarette. Exactement. Et la prise de poids dans tout ça, est-ce qu'elle est automatique? Non, pas forcément. Pas forcément. En termes de sevrage? En termes de sevrage, exactement. Pas forcément. Vous avez surtout beaucoup de femmes qui vous disent « Moi, j'ai peur d'arrêter de fumer et de prendre du poids ». Oui, alors ça rentre dans les symptômes de sevrage, justement. Il faut savoir que les symptômes de sevrage ne sont pas éternels. Ça dure quelques semaines, voire quelques mois. Et après, ils disparaîtront. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et en fait, quand vous dites accompagner le patient à ne pas replonger, ensuite, le patient, qu'est-ce que vous faites? Vous l'outillez? Parce qu'après, vous ne faites pas un suivi... pas éternel. Éternel, exactement. Oui. Ben justement, on essaye de l'outiller, comme vous l'avez dit, par des techniques de gestion de stress. C'est-à-dire que dans un moment de faiblesse, de stress, au lieu d'avoir recours à cette cigarette, on l'outille par des techniques de relaxation, de faire de la pleine conscience, et puis essayer avec lui de détecter les situations à haut risque de rechute. Comme ça, la personne elle-même, en fait, la personne reste consciente, en fait. L'objectif, c'est que la personne devienne son propre thérapeute. C'est ça. Et la personne devrait toujours s'éloigner de cette cigarette, ne pas se faire confiance, se dire je gère. Un fumeur, un ancien fumeur ne gère jamais un ancien fumeur. Exactement. Aussi, il faudrait savoir que la rechute est la règle. C'est ça. Donc, si on a une rechute, il ne faut pas culpabiliser. On explique aux patients que tous les deux, on a dû louper quelque chose au niveau du processus thérapeutique et qu'on devrait revoir ça. On ne prend jamais la rechute comme un échec, mais plutôt comme une expérience qui devrait être positive pour nous et nous aider à mieux gérer la chose. Merci beaucoup pour toutes vos explications, Dr Sara Waliallah. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, addictologue à Casablanca. Oui. À bientôt. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. À très très vite sur Médiane TV, sur les ondes de Médiane Radio. Au revoir.